Salut, c'est Team Dup dans le podcast, toute première fois. Et c'est une première fois pour moi dans ce podcast et je suis trop heureux d'être là. À seulement 28 ans, Team Dup s'apprête déjà à publier son 4e album. De son vrai nom Timothée Dupéré, le jeune chanteur a réussi en l'espace de 6 ans à se faire une belle place dans le monde de la musique depuis son premier disque Mélancolie Heureuse, sorti en 2017. Avec ce nouveau projet, Team Dup s'approche d'une forme de sérénité et propose une synthèse de l'ensemble de son univers musical. On retrouve évidemment son joli spleen, mais aussi la chaleur de son dernier disque, La Course Folle. Le jeune homme offre probablement son plus bel album et se met à nu symboliquement, mais aussi littéralement, sur la magnifique pochette de ce disque, Les Immortels shootés dans une calanque à Marseille. Rencontre avec un garçon passionnant et passionné. Toute première fois, saison 3, épisode 5, Team Dup. Tu viens de fêter tes 28 ans en décembre, et à 28 ans seulement, tu t'apprêtes déjà à publier ton 4e album. Comment tu te sens ? Écoute, je me sens bien. C'est vrai que c'est toujours un sacré truc de sortir un disque, parce que c'est des longs mois de travail, de passion un peu acharnée, et j'ai le sentiment de plus en plus. Étonnamment, je suis à la fois plus détaché qu'avant, et en même temps beaucoup plus dedans aussi, parce que c'est vraiment un combat. Il y a un truc d'endurance, tu vois, où tu pourrais te dire, disque après disque, les choses s'installent et ça devient plus fluide, plus simple, plus facile. En fait, non, c'est de plus en plus compliqué pour trouver un écho, pour exister. C'est une époque qui est de plus en plus sursollicitée par beaucoup de choses. Et typiquement, je me sens aussi bien quand je peux m'exprimer sur ce genre de format, tu vois, qui sont pas dans un truc tout à fait bref. Et il y a de la lenteur, il y a de la longueur, donc ce qui veut dire de la nuance aussi, et j'aime bien ça. Ouais, donc plutôt un état d'esprit assez relax. Mais quand même, toujours le petit stress, j'imagine, d'une sortie d'album, savoir comment le public va recevoir le disque et ce que tu as fait tout seul pendant presque un an, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, tu es entre les deux, il y a une sérénité et quand même quelque chose... Vraiment, tu es concerné quand même. Ça te concerne de A à Z. Et puis c'est vrai, tu parles de public, mais ça, c'est intéressant. Le lâcher, vraiment le don de l'album aux autres, à ce côté où ça y est, il est disponible absolument partout. Ça, c'est fascinant, ouais. C'est bouleversant de se dire qu'on fait des chansons sur des carnets, sur des notes, sur des téléphones ou autres, et puis qu'à un moment vienne se poser de la musique. Ensuite, tu passes des mois et des mois en studio à penser un disque, de la naissance des chansons jusqu'à, je dirais, l'enveloppe, tu vois, de l'image, des clips, de la pochette et tout. Tu construis quand même ça sur un temps long. Et là, d'un seul coup, minuit, disponible partout, le lendemain dans des magasins. C'est assez extra quand même. Et avant de parler du coup de ce dernier album, on va un peu revenir au début de ta carrière, et même pré-carrière, parce que je crois que tu as commencé du coup à prendre des leçons de piano très jeune, aux alentours de 7 ans, si je dis pas de bêtises. Ça, j'ai lu un article du Parisien à ce sujet, tout début, je crois, vraiment d'il y a... je crois que tu avais 21, 22 ans pour cet article, donc ça te fait presque 10 ans, enfin 8 ans. Et il paraît que du coup, tu as commencé donc en prenant ce cours de piano, et que tu t'amusais à modifier les accords des morceaux que tu adorais. Pourquoi tu faisais ça ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentis surtout quand tu jouais du piano, tes premières leçons Ouais, je me souviens assez bien. J'avais 7 ans. T'es enfant, hein, bien sûr, mais je me souviens de ma prof qui m'a suivi de mes 7 à mes 19 ans, qui était une prof particulière, et j'étais hors cursus conservatoire, tu vois. C'est ce qui a été aussi salvateur, parce que j'étais très feignard comme gamin, et du coup elle me faisait alterner du classique pour avoir quand même une rigueur, une technique de base qui a été méga importante, hein, mine de rien, et derrière, à côté de ça, faire bosser sur plein d'autres choses, que ce soit aussi des vrais moments super ludiques. Et quand t'es enfant, je pense que c'est important, parce que
t'as déjà un cadre rigoureux de l'école, etc. Si à côté de ça, le soir, t'es dans quelque chose qui te prend la tête, y a plein de mômes qui arrêtent la musique pour ces raisons-là. Surtout les images, surtout le piano, ça a l'air d'être un instrument très difficile à apprendre et à maîtriser, j'imagine. Donc... Alors, je pense que t'as les deux. Et c'est difficile peut-être de trouver une forme de nuance, un toucher, etc. Mais en même temps, la note, elle trompe pas. Si tu t'appuies sur le mi, ça fait un mi. Tu vois, c'est pas une corde de guitare. Moi, ça me semble, au contraire, ça me semblait beaucoup plus vertigineux d'apprendre la guitare. Et puis bon, il se trouve qu'il y avait un piano dans la maison. Donc, un peu par défaut aussi, ça a été cet instrument-là. Tes parents étaient musiciens? Mes parents, pas du tout. Ils jouaient pas du tout. Et je pense qu'au contraire, mon père était assez frustré de pas avoir pratiqué. Il écoutait beaucoup, c'est pour ça aussi que j'ai été un peu biberonné à la musique, mais il pratiquait pas. Et je pense que ça a été un regret, donc il nous a un peu poussé, ma sœur et mes frères, à nous lancer là-dedans. Je suis le seul qui est vraiment accroché sur le long terme, mais je me souviens très bien de ces premières leçons où tu as des méthodes de piano, voilà, et puis assez vite, en fait, ce qui me plaisait, c'était pas tant la restitution, l'interprétation, c'était d'aller exprimer et créer autour. Et je me souviens d'une des mélodies qui était vraiment un truc de b.a.-ba, quoi, mais très vite j'en ai fait autre chose. C'était assez nul, évidemment, mais et puis tu vois, le fait d'être imparfait techniquement, évidemment ça donne des choses qui sont un peu ingrates, mais par contre ça t'apprend à créer vraiment. T'expérimenter, en fait. Exactement, tu t'apprends, tu t'éclates un peu, tu sors aussi des zones plus rudes de l'apprentissage à la baguette. Et ça, je me souviens de ça, de l'émotion que j'avais en changeant une petite exactement, note, en trouvant quelque chose qui t'appartenait, en fait, qui n'était pas ce qu'il y avait sur la partition. Tu l'entendais résonner, tu disais c'est pas exactement ça, et en tout cas c'était autre chose, et ça sort de toi, et ça sort pas de quelqu'un d'autre. Et justement, du coup, donc, tu t'es accroché parce que tu as continué à faire du piano jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, je crois que la première chanson que tu avais écrite, c'était en 5e. Pour une fille, je crois que tu voulais impressionner. Et est-ce que cette chanson, du coup, était au piano? Est-ce que c'était a cappella? De quoi parlait cette chanson? C'était au piano, ça parlait d'amour, évidemment. De trivial, quoi. Là, tu sais, je pense que les auteurs-compositeurs se refont pas. Hein. Le début, ça doit toujours commencer par ça, j'imagine. Tu lui avais donné un titre? Elle s'appelait Elle. Pas très original non plus. Tu sais, ça aurait pu se fondre à n'importe qui. Mais je me souviens, c'est une de mes super amies encore. Donc c'est devenu une amie, en fait. Oui, tu sais, t'étais au collège. C'est assez binaire comme truc, c'est marrant, mais je m'étais dit qu'il y avait une mélodie, j'avais écrit un texte, et peut-être que de mettre les deux ensemble, ça allait être plus émouvant et que j'allais avoir plus de chances de la séduire. Et puis ça lui a plu, et finalement, c'était des amourettes d'enfance, et puis après de jeunesse en tout cas. Et on est restés amis, et je continue. Oui, dans une certaine mesure. Et je continue à faire des chansons d'amour. On se refait pas aussi. Mais tu te souviens du texte de ces chansons? Est-ce que tu avais mis du temps à l'écrire? Est-ce que tu as essayé de faire, je sais pas, rimer son prénom avec quelque chose? Alors, je me souviens étonnamment. Là, c'est assez tôt, tu vois, pour moi, je dirais, dans mon évolution musicale. T'es pas bien vieux. Et par exemple, entre cette chanson-là et TER Centre, la première que j'ai sortie où j'avais 19 ans, il y a quelques années, entre les deux, qui sont peuplées de beaucoup de musique en fait anglo-saxonne. J'ai arrêté de chanter en français, etc. Et pour le coup, il y a quand même une ressemblance entre les deux. C'est que déjà, cette chanson, il y avait une idée de texte fleuve, quoi, où je m'étais pas vraiment posé la question à tout prix de trouver des rimes. C'était vraiment de la prose qui était chantée, et puis je l'avais surtout écrite d'un trait, comme beaucoup de mes chansons en fait, peut-être moins sur les derniers disques, parce que j'essaye d'aller plus à l'os, mais à cette époque-là, je me souviens que c'était tombé d'un seul jet, quoi. C'est intéressant, du coup, entre tes 11 et 19 ans, t'es tombé dans l'anglais, t'as écrit en anglais.
Et ensuite, à 19 ans, tu as repris le français comme cette première chanson que tu avais écrite en 5e. Sans conscientiser, bien sûr, mais je suis revenu à ça, ouais. Et en revenant en français, est-ce que tu as repensé justement à ce tout premier texte? Ou tu l'avais oublié? Non, pas du tout. C'était juste pas, mais après, en même temps, c'est une chanson qui est restée parce qu'évidemment, dans ma bande de potes, tout le monde avait un peu eu vent du truc, donc c'est une chanson qui est restée là un peu en tête, mais qui n'existait plus, quoi. Ouais. Et parfois ils te demandent de la jouer en soirée? Non, quand même, ils n'osent pas non plus, pas à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'ils pourraient, ils s'en sont jamais trop. Ils m'ont jamais trop commandé ça. Peut-être qu'après ce podcast, ils vont. Pour le moment, tant mieux, je t'avoue, mais. Peut-être que ça va venir après cet épisode. Peut-être, ouais. Et donc, comme tu disais, c'est intéressant, c'est que t'es. Bon, Recem, après l'amour, c'est un thème plutôt universel, donc j'imagine que c'est assez. L'amour, les ruptures, tout ça, les artistes écrivent beaucoup sur ça. Et toi, justement, est-ce que tu as l'impression. Bon, du coup, depuis cette chanson, évidemment, tu as évolué. Dans ton texte et dans tes mélodies, mais comment tu vois que tu as évolué entre sa première chanson et justement le premier album, et entre le premier et le troisième qui est sorti là il y a un an et demi, où justement on sent vraiment, je trouve, une évolution entre tes deux premiers albums qui étaient très mélancoliques, très rêveurs, et le troisième qui était moins plus dynamique, plus estival, on voit une évolution entre tous tes albums. Est-ce que tu la ressens, et toi, comment tu l'analyses cette évolution à la fois musicale et dans les paroles aussi alors, ça va être, du coup, faut que je développe. Faut que je fait deux questions en une sans me rendre compte. Non, c'est bien, faut que je développe beaucoup. Oui, je pense que je la vois, cette évolution, bien sûr, parce que tu te sens à ta place à la fin. Tu vois, là, sur ce 4e disque, j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé l'endroit dans lequel je me sens bien. D'ailleurs, en tant que personne comme en tant qu'artiste, même si je dissocie pas vraiment les deux, mais voilà, personnellement et professionnellement, je me sens heureux dans l'espace-temps dans lequel je suis, et je pense que cette évolution, elle est naturelle, c'est un chemin, elle sera de toute façon jamais finie, jamais aboutie, que ce soit encore une fois personnellement ou professionnellement. Il y a quand même cette idée un peu triviale que la vie, c'est voilà, t'as une route et en même temps, évidemment, beaucoup de virages entre-temps. Je pense que c'est une évolution musicale qui est progressive, qui est liée à des phases. Les inspirations, c'est des phases. On n'écoute pas tout le temps la même chose, tout le temps à n'importe quel moment. Il y a des moments où on réécoute des choses, des moments où on en découvre. La scène, tout ça a fait beaucoup évoluer aussi mon parcours artistique, parce que tu as un rapport au concret de la musique, au partage d'un public, à la conscientisation de ton instrument qu'est la voix. Ça, je pense que sur les 2 derniers disques, il y a eu une vraie prise aussi à la fois de risque, de jeu et de plaisir à davantage jouer de ça. Comme d'un complètement. J'ai pris conscience sur scène, sur la dernière tournée, que j'avais des capacités vocales que je pouvais négliger. En tout cas sous-estimé. Sur le premier, il y avait beaucoup plus de parler-chanter. Oui, exactement. Il y avait plus cette dimension hip-hop qui a quand même tendance à s'effacer petit à petit. Elle reste là, mais plutôt dans une façon de faire, de travailler l'album, de concevoir des mélodies, ou dans des collaborations, que ce soit avec Gaël Faye sur le deuxième, avec Issa Yasuke sur celui-là. Ou sur la chanson Club des 27 qui ressemble qui revient à ce truc de parler-chanter aussi, qui pouvait y avoir sur le deuxième album, et le premier surtout. Donc je pense que l'évolution, elle est à la fois inconsciente et travaillée. Par la scène, par ce que tu as vécu. Par la scène, parce que tu vis, par aussi des envies, je dirais, de plus en plus limpides et naturelles d'exercer le métier que je fais, tu vois, de sentir qu'il y a des choses où peut-être qu'avant j'y allais par posture ou par style. Tu vois, genre, bon, allez, tout le monde écoute du hip-hop aujourd'hui, du coup, j'y vais. Alors qu'en fait, c'est moins mon ADN. Et ça, il faut aussi quelques temps pour l'accepter, que t'es pas
t'es pas tout le monde. Il y a des gens que t'es pas et c'est comme ça. Et il y a des musiques dans lesquelles tu résonnes moins, j'imagine, parce que finalement, fondamentalement, c'est pas de là d'où tu viens ou c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Donc je pense que cette évolution, elle est lente aussi et j'aime bien cette idée, tu vois, de jouer de patience. Ouais. Le 3e disque était forcément plus lumineux, plus solaire parce que entre-temps, il y a une pandémie aussi. Ouais. On sortait d'un 3e confinement. Exactement, donc tu as besoin dans ta vie, comme dans ce que tu projettes sur scène et ce que tu as envie de donner aux gens, c'est quand même de la lumière après des temps d'espoir. Après des temps un peu douloureux comme ça. Et en même temps, j'ai jamais été dans la dénégation de ce qui m'entoure. Moi, j'aime donner la part belle à la mélancolie, voire même à la pénombre, quoi, dans ce que je fais artistiquement. Je trouve que c'est dans ces moments-là aussi qu'on donne les choses les plus vraies. Généralement, quand on est très heureux et très épanoui, ce que globalement je suis quand même depuis longtemps, mais je veux dire, quand tu es dans des états absolument... plus sombre. Non, au contraire, quand tu es dans des états méga joyeux, généralement, tu as envie de les vivre. Et tu n'as pas envie de te foutre sur un carnet et d'écrire un texte, tu vois. C'est plutôt dans les moments, au contraire, soit de silence, soit de recul, soit de pas de chagrin, mais en tout cas, tu vois, plus intérieur, où tu retrouves ça, que là, tu as envie d'exprimer des choses. Et tu disais que justement, sur ce, du coup, 4e disque, tu étais l'artiste et la personne que tu voulais être. Quand tu dis la personne, c'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression d'être un artiste qui s'engage? Parce que j'ai l'impression que tu as des textes assez engagés, notamment Club des 27 qui parle de décès, j'ai l'impression d'une amie proche. Est-ce que c'est des textes que tu te sentais pas de faire peut-être il y a 3-4 ans et qu'aujourd'hui tu te sens de faire, justement? C'est ça que tu veux dire quand tu dis que tu es à la fois la personne et l'artiste que tu voulais être? Oui, je pense que tu as un juste endroit entre les deux, et ce 4e disque, j'ai l'impression, est vraiment l'osmose entre les deux. Même si, encore une fois, j'ai jamais séparé les deux, parce que tu vois, je développe pas une étoffe ou une figure de personnage dans ma musique. J'écris des chansons en mon nom, qui me concernent, qui racontent ce que je vois, ce que je vis, donc il n'y a pas trop de triche là-dessus. J'ai l'impression que c'est assez sincère tout le temps, mais il y a peut-être aussi besoin de temps pour arriver à ce genre de performance. Typiquement, une chanson comme le Club des 27, déjà j'ai eu du mal à l'écrire, et puis j'ai eu aussi des questions à l'idée de la mettre sur le disque. Ça parle de ma cousine, donc forcément tu te poses aussi la question sur la pudeur dans une famille, tu vois, qu'est-ce que tu dévoiles, qu'est-ce que tu gardes pour toi. Et en fait, je prends aussi conscience sur ce disque, qui est beaucoup plus mise à nu et personnel, que l'intimité, pareil, c'est un peu poncif de dire ça aussi, mais l'intimité a une vraie portée universelle. Et plus tu vas être dans le dévoilement de toi, ou pas forcément le dévoilement, mais tu sais, dans une émotion vraiment très intérieure, plus elle va paraître vraie et plus elle va toucher les gens aussi. Je crois. Et ce que j'ai moins fait sur les autres disques, et je crois qu'il m'en fallait 3 pour arriver à ce point d'impact, de sentir que tu peux y aller, tout en gardant encore une fois une discrétion, une humilité, mais c'est une vraie question, ce truc d'engagement et d'art. Est-ce qu'un artiste doit forcément être engagé ou parler de... Moi, je pense pas. Je pense que chacun fait comme il sent. C'est très très personnel. Et d'ailleurs, c'est souvent par ce biais-là que moi, parfois, je vais vers des thématiques peut-être plus incarnées, plus d'époque, plus contemporaines, engagées peut-être, en tout cas qui sont pas militantes, qui sont pas politiques, qui sont pas partisanes, mais j'y vais aussi parce que je les vis dans mon intimité, je les vis personnellement. Je me mets pas dans une posture d'artiste pour par exemple, dans le Club des 27, mêler à la fois le sort des soignants, des profs, d'une époque complètement brève et sursollicitée et très présente dans une forme de violence, de radicalité, même si j'aime la radicalité dans le sens où Aurélien Barraud dit que c'est étymologiquement, ça pourrait dire compréhension fine des choses, je crois, et un truc comme ça, en tout cas de précision dans la radicalité dont on a besoin. Mais bref, tout ce que je défends dans une chanson
comme ça, ou Les larmes du monde, quand je fais intervenir Camille Etienne, qui est une activiste climatique, écologique, de justice sociale et climatique. Ça me plaît d'aller chercher des voix qui aujourd'hui comptent, me touchent, parlent de sujets qui me concernent et que je trouve essentiels. Mais encore une fois, tu vois, je le fais parce que ça me touche personnellement et j'y vais pas par posture. Exactement, tu fais pas exprès de parler de quelque chose parce que c'est dans l'air du temps, ou tu penses que ton public attend ça. Non, c'est parce que vraiment ça me touche, quoi. Et du coup, je me dis que si ça me touche, ça doit toucher d'autres gens, puisqu'on est a priori des êtres qui se partagent des sensibilités, quoi. Et en tout cas, je me censure pas si ça me vient. Mais je vais pas le faire par principe. Et tu parlais de mise à nu là au cours de ça, justement. Sur ta pochette d'album, tu te mets littéralement à nu. Est-ce que c'était l'image, comment elle est venue cette image? Est-ce que c'était renvoyer le texte à l'image, faire un lien entre les deux? Bah ouais, à la fois c'est toujours amusant quand même de corréler les deux parce que t'as un lien évidemment entre une chanson et son enveloppe. Là, ce qui est cool aussi dans une pochette, c'est d'avoir une promesse. Tu offres ça quand même dans une pochette de disque. Moi, j'adore les pochettes d'albums où tu as envie de retourner et de voir la face B pour voir les chansons et puis finalement écouter, quoi. Donc il y a de l'ordre de cette promesse. Cette pochette, je l'avais en tête depuis longtemps. Qui était liée en effet à une mise à nu, que ce soit dans les thématiques de l'album, aussi ébrécher un peu, tu vois, griffer cette image de garçon sage que j'ai. Voilà, ça m'amuse parce que je suis pas que ça, évidemment, même principalement pas que ça, mais forcément on a la gueule qu'on a et elle nous suit. Et puis quand tu fais un premier disque qui s'appelle Mélancolie heureuse et que tu as une tête de garçon de bonne famille, forcément bon, ça tire un petit trait sur quelque chose. Ça y est, j'ai presque et là j'ai dit bon allez, on arrête, on déconne maintenant, hein. On arrête avec ces conneries, voilà. Il y a ça aussi. Et même si c'est un disque qui est plus intime, je prends qui demande du temps peut-être pour l'écoute, ça me plaisait d'avoir un truc aussi très bref et direct, urgent, tu vois, un peu animal. Il y a un truc aussi de retour aux sources, à la fois à une nature essentielle, primaire, florale et une humilité forcément parce que à poil et donc mise à nu, tu vois, il y a quelque chose où tu te livres jusqu'au bout et en même temps c'est pas du tout une pochette pour dire aux gens qui écoutent, c'est pas une pochette qui est où je suis seul. C'est une composition, je suis entouré de personnes. Une sorte de petite au début on voit peut-être même pas que c'est moi. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose de contemporain dans un mélange de corps qui sont métissés, qui sont différents. Il y a des fins, des maigres, des épais, de toutes les couleurs, et avec cette union commune dans le sauvage d'une calanque, d'une mer, d'un caillou, tu vois, raccrocher ça à quelque chose d'un peu premier et qui nous remet les pieds sur terre. Non, elle est très belle en plus, sa pochette, vraiment. Elle est très très belle. Merci. Est-ce que tu penses que, pour revenir à cette toute première chanson, que tu en serais là aujourd'hui sans cette première chanson? Est-ce que tu crois que cette première chanson t'a donné le courage nécessaire pour ensuite écrire d'autres textes et vraiment explorer la musique et démarcher les bars, tout ce que t'as fait ensuite avant tes 18 ans? Ou est-ce que tu penses que c'était juste une petite pierre, mais c'était pas l'élément forcément déclencheur, cette première chanson Je sais pas ce qui est vraiment déclencheur, je t'avouerai. C'est sûr que quand tu fais une chanson pour la première fois, il y a quand même quelque chose qui se débloque dans ton cerveau, exactement. Une espèce de compréhension d'un petit logiciel qui est là, qui peut fonctionner. Tu vois, de se dire, tiens, mettre paroles et musique, ça fait une chanson. Bon, déjà, tu conscientises ça, t'es assez jeune, c'est assez drôle à réaliser. Et après, je crois que c'est une succession de trucs, quoi. À la fois d'envie, de passion profonde, de grande frustration.
c'est aussi un métier de frustration. Ouais. T'arrives pas. Bon, moi, j'ai eu de la chance, c'est arrivé plutôt jeune, mais avant ça, tu vois, j'ai fait de la musique depuis gamin. J'avais des groupes au collège, au lycée, à la fac, avec lesquels tu rêves beaucoup, et en fait, c'est très mauvais. Ça prend pas. Et... Ça prend pas parce que c'est mauvais, déjà. Il faut aussi le reconnaître, tu vois. Et puis ensuite, ça prend pas aussi parce que t'es dans l'amusement. Ouais. Et du coup, c'est une quête. Tout ça est une longue quête, mais ça a toujours été dû au plaisir. Et ça, j'essaye de conserver ça, de garder ça à tout prix. Je crois que c'est la base de ce que je fais, tu vois, de rester dans la même ingénuité joyeuse. Quand t'étais môme, de te mettre au piano et de trouver de la magie là-dedans. Quand t'es en groupe avec des potes, de faire de la musique à plusieurs aussi. Là, c'est un disque que j'ai réalisé seul, mais il y a des copains musiciens qui ont joué dessus. Donc finalement, c'est pas un disque qui est solitaire. Il y a évidemment du personnel, de la solitude et une forme de recul. En plus, je l'ai fait dans mon petit studio en sous-sol que je venais de finir. Il y avait tous mes instruments autour. C'était assez génial de pouvoir travailler comme ça. On parlait du temps aussi dans un temps lent, tu vois, sans aucune... T'avais pas de deadline, non, pas sans de date attendre, pour, sans prérequis, parce que souvent t'es là, ça coûte un peu cher d'aller en studio, donc tu comptes les jours, tu composes aussi un peu en fonction de ça. Là, il y avait vraiment l'idée que les chansons pouvaient traîner. T'as ton propre studio du coup. Maintenant. J'imagine que pour créer, ça doit être. C'est un rapport au travail complètement différent. Et justement, tu disais donc du coup que tu voulais toujours rechercher cette notion de plaisir que tu avais à tes débuts. Donc ces débuts, tu les regardes vraiment avec bienveillance, j'imagine, parce que c'est un peu une question que je pose à la fin. On a toujours un peu honte de ces premières fois, quelles qu'elles soient, et toi, du coup, tu les regardes plutôt avec bienveillance, du coup, cette première fois, cette première chanson d'amour. Ouais, toutes mes premières fois. Toutes comprises, je les regarde avec bienveillance, en effet. Elles sont bien sûr souvent imparfaites, défectueuses, maladroites, mais il se passe quelque chose. C'est des moments hyper vivants aussi, où tu te sens vivant, où il y a de la vie, c'est en mouvement. Il se passe toujours quelque chose. J'en veux à personne et j'en veux à rien du tout dans ce que j'ai fait, tu vois. Et j'en veux pas à ces premiers moments d'ingratitude totale, quoi. J'en veux pas à ces maquettes horribles que je faisais au collège. J'en veux pas à mes concerts ratés et parfois même maintenant il y a des soirs où c'est moins bien, tu vois. J'en veux pas à mes disques non plus. Je les aime, mais je pense qu'un album c'est une photographie et il faut pas trop lui en demander. Tu vois, c'est un instant dans une époque, c'est c'est une prise de vue comme ça, mais un disque c'est fait de ses puissances, de ses beautés et aussi de ses inconséquences et de ses imperfections. Jamais un artiste n'a sorti un disque en se disant il est parfait, tu vois. Même si parfois tu te dis ah tiens, peut-être que j'ai fait un bon disque, mais encore il y a des moments où tu te dis putain c'est un grand album et d'autres moments où tu te dis ah merde mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, Et c'est la beauté de ce métier aussi, c'est d'être complètement constamment remis en question. Et je te disais ça quand on est arrivé, tu vois, à un quatrième, tu pourrais dire que c'est plus simple, et en fait c'est de plus en plus compliqué. Donc j'ai aussi de la bienveillance pour l'avenir, comme pour le passé. Parce que ça notamment parce que c'est aussi un métier de frustration, de manque, de déception. Tu vois, c'est de plus en plus difficile de parler d'un album, de trouver écho. Oui, parce que les gens écoutent parfois une chanson qui se rime, qui machin. Que ce soit le public ou les médias qui sont sursollicités, on le voit bien sur les sorties où un premier disque, t'es vachement mis en avant. T'es tout neuf. Le deuxième, beaucoup aussi parce que c'est le grand saut. Est-ce que c'est la consécration ? En tout cas, est-ce que c'est la suite ou pas ? Est-ce que les gens te donnent l'aval ou pas ? Le troisième, j'ai bien vu qu'il fascinait beaucoup moins. Parce que déjà, tu es en sortie de confinement, il y a beaucoup de choses qui sortent. Là, il y a eu tout parce que les gens ont l'impression que bon, c'est pas neuf, donc on va se concentrer sur autre chose. Et pour autant, un projet comme le mien, il vit aussi par le bon vouloir des gens à en parler et surtout la fidélité.
des gens. Et ça, j'en veux pas à grand monde, mais quand même, la fidélité, tu vois que sur le temps long, elle n'est pas forcément là où on l'a... Où tu l'attendais. En tout cas, où on l'a déclamé. Souvent, les gens fidèles sont pas ceux qui se disent fidèles à tout prix. C'est comme, tu vois, y a des gens humbles qui aiment beaucoup que ça se sache, quoi. C'est un peu pareil pour les gens fidèles. Je pense que c'est plutôt dans un état d'esprit. Et, en tout cas, c'est un métier d'endurance. Ouais, ça, qui c'est évolue clair. constamment. Et j'aime les premières fois comme celles qui viendront après, quoi. Bah, c'est très beau. J'ai envie de terminer sur cette phrase. C'est parfait, mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.